Monsieur le Président de la région Guadeloupe, Monsieur Arichalus, je voudrais venir nous rejoindre s'il vous plaît pour que nous ayons votre mot après ces débats particulièrement intéressants et nourrissants que nous avons eus aujourd'hui. Monsieur le Président de la région, avec vos applaudissements. Monsieur le ministre, cher ami Philippe Viguier, Diaspora, Monsieur le préfet de région, Monsieur le président de l'ONEADOM, Monsieur le président des chambres consulaires, Mesdames, Messieurs, dans vos grades et qualités, mon cher Patrick et non pas président de la chaîne d'agriculture de la Guadeloupe. Donc, c'était déjà prévu, hein, agriculture ultramarine, les changements climatiques. On ne savait pas qu'il y aurait un ouragan. Alors, moi j'ai appris que le ministre Viguier a envoyé l'ouragan et il vient derrière après. Donc, pour faire un super discours après moi. Donc, chers amis, j'ai su que dans la salle, les présidents m'ont dit qu'il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a plusieurs territoires représentés. Je salue tous les collègues des îles de la Caraïbe. La Guadeloupe compte parmi ses principaux atouts son secteur agricole, d'où peut émerger la croissance verte et notamment notre ambition de tendre vers une souveraineté alimentaire et économique. Ce secteur doit aussi faire face à de grands défis majeurs tant sur le plan économique, social et environnemental auxquels s'ajoutent les enjeux sociétaux gravitant autour de l'alimentation, la santé, l'emploi et l'existence d'une agriculture viable. De plus, la récurrence et l'intensité des phénomènes climatiques démontrent l'importance majeure d'un développement agricole résilient offrant une production locale en quantité et en qualité suffisante pour répondre à la fois à la demande locale et aux exigences du marché export. Pour ce faire, les orientations régionales en matière de développement du secteur agricole et de l'agro-transformation se sont traduites en 3 objectifs majeurs au sein du schéma régional de développement économique de l'internationalisation. Et rappelons-le, nous sommes la seule région de France à subventionner une chambre d'agriculture, parce que nous voulons renforcer la durabilité et la résilience des exploitations et filières, accompagner la transition agroécologique des exploitations du territoire, augmenter la valeur ajoutée des productions locales. Je sais que le président Célin se donne un maximum pour faire évoluer l'agriculture en Guadeloupe, et j'en le félicite. Sur cette base, en 2018, la collectivité régionale ouvrait le chantier de l'avenir de notre agriculture, avec une première étape de réflexion sur la modernisation du système agricole et alimentaire de Guadeloupe, de l'agroécologie et de la bioéconomie. Ces travaux ont abouti à l'adoption du plan stratégique régional pour une transition agroécologique en Guadeloupe en 2020, dont le grand principe vise à amplifier et accompagner les pratiques agricoles vertueuses et durables. La collectivité régionale et ses partenaires ont mis en place un dispositif et des moyens spécifiques visant à amplifier le changement des modes de production agricole et de consommation. Il s'agit de généraliser les pratiques agroécologiques au sein des exploitations en les diffusant parmi les différentes filières agriculteurs, mais aussi techniciens, chercheurs et collectivités participent à l'édification de ce nouveau modèle de développement agricole. C'est en ce sens que nous avons signé des conventions avec le CIRAD et, je crois, la semaine prochaine, l'INRA. La région met également en œuvre des outils pour consolider et pérenniser les petites exploitations agricoles, moteurs de cette transition agroécologique, et souhaite généraliser cette transition à toute taille d'exploitation. De manière progressive, la région Guadeloupe oriente ses programmes d'accompagnement et les outils de financement vers une transition agroécologique. Cette stratégie s'inscrit dans le droit fil du schéma régional de développement économique qui le prévoit. D'ailleurs, depuis 2021, la région a pu accompagner directement le développement de plusieurs entreprises au cœur de la dynamique agroécologique. Plus de 700 000 € ont été alloués par la collectivité pour le développement de véritables start-up agricoles qui servent aujourd'hui de modèle innovant et de développement agricole.
le concours Agreen Startup nous a permis de découvrir de jeunes talents et ce nouveau modèle économique que nous avons toujours appelé de nos voeux en relation avec une chambre d'agriculture de l'Hexagone. On peut citer des agriculteurs et des éleveurs. Un éleveur poulet bio, Maurice Damas, qui n'est plus à présenter, Nahuel Tournebise, future productrice de produits laitiers issus de la production de caprin, qui a été lauréate cette année. Monsieur Lachman, qui est à l'initiative de la structuration de l'agriculture bio. Des agrotransformateurs Gène Galabash, qui permet la transformation en glace de nos surproductions. Mani Manioc, qui démocratise la consommation quotidienne du manioc. Des agro-startups qui construisent des solutions d'agro-fourniture. Célia Sinitambi Rivoutin. Monsieur Biari avec le projet de biométhanisation. Coco Fiber qui valorise le coco. Maïditech qui développe des solutions technologiques innovantes pour le suivi des exploitations et qui aujourd'hui est dans au moins 5 ou 6 pays en Afrique. Autant de jeunes agriculteurs qui ont repensé l'agriculture de nos territoires au regard de nos réalités climatiques et agronomiques. Ce séminaire est donc en parfaite cohérence avec les nombreuses initiatives régionales prises pour limiter l'impact du changement climatique sur notre territoire. Nous avons le devoir de performer notre agriculture pour permettre de rendre ce secteur plus résilient face au changement climatique, mais aussi pour que l'agriculture soit un fort contributeur à l'atténuation du changement climatique. Chacun d'entre nous avons cette double mission pour que notre environnement et notre agricole soient moteurs de la croissance verte de nos territoires. Il nous faut soutenir le développement d'une production locale viable et respectueuse de l'environnement. Je vous félicite de cette première journée très fructueuse et souhaite beaucoup de succès aux suites des travaux. Je sais bien que ma collègue, Madame Gustave Duduflo, est parmi vous et s'occupe de tout ce qui est climatique. J'espère que la charte Initiative Climat Agricole Outre-mer, qui est prévue d'être signée entre l'ensemble des partenaires du séminaire, soit un cadre permettant un développement harmonieux de l'agriculture des Outre-mer en lien avec les contraintes de nos territoires. Pour finir, Monsieur le Ministre, merci de votre présence parmi nous. Cela montre l'intérêt quand même. Vous aviez un programme que vous avez bousculé, voilà, pour être là. Mais depuis plusieurs années, plus de 5 ans je crois, si j'ai bonne mémoire, nous n'avions jamais vu un ministre de l'Agriculture en Guadeloupe. Nous avons de l'agriculture ici et nous espérons que vous ferez passer le message pour nos agriculteurs. Merci à vous. Monsieur Harry Chalice, Monsieur le Président de la région Guadeloupe. Et nous allons maintenant entendre la voix justement de notre ministre délégué en charge des Outre-mer. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de l'accueillir comme il se doit, Monsieur Philippe Vigier, s'il vous plaît, avec vos applaudissements. Bien, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional, mon cher Harry Chalus, vous avez pu voir qu'il m'accueillait avec des mots très enthousiasmants et je veux dire que je suis très heureux d'être en Guadeloupe ce soir. Je salue bien sûr tous les nombreux élus qui sont là, de tous les territoires. Je salue bien sûr le président d'Odéadom et qui me confiait que c'est la première fois que cette manifestation a lieu dans un territoire ultramarin. Habituellement, c'était un rendez-vous hexagonal, donc magnifique initiative. Et puis je vois que malgré cet ouragan, ben, vous êtes venus de tous les territoires ultramarins. Donc je voudrais vous dire un coup de chapeau à tous, parce que Mayotte est là, la Réunion est là, la Guadeloupe est là, la Martinique est là, la Guyane est là, la Polynésie est là, Wallis et Futuna est là, Saint-Pierre-et-Miquelon est là, la Nouvelle-Calédonie est là. Mais bravo, 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 applaudissez-vous. Alors je voudrais saluer également le président des chambres d'agriculture, Sébastien Windsor, et puis saluer les représentants des organismes de recherche, que ce soit le CIRAD, que ce soit l'INRAE, et puis vous dire que si vous n'avez pas le ministre de l'Agriculture, vous avez le ministre des Outre-mer, mais qui est passionné de l'agriculture, et vous comprendrez dans mon propos, parce qu'en plus j'ai été bien formé par quelqu'un qui est devenu mon conseiller spécial, et c'est Sylvain Réverchon qui est au premier rang.
et vous dire que ces questions-là me passionnent. Et je suis très heureux que vous ayez choisi ce thème, agriculture ultramarine et changement climatique, parce qu'en fait, vous êtes dans une démarche intelligente. C'est une démarche d'anticipation. On est toujours en train de courir après les événements. Ce drame qu'on a connu, et en particulier qui a frappé la Désirade, le montre. On le connaît dans les territoires ultramarins, mais vous savez que la fameuse vallée de la Roya, hier, était inondée au-dessus de Nice. Et ça veut dire que ce changement climatique, il est partout. Ce changement climatique, on va vivre avec, et il faut l'anticiper pour l'ensemble des secteurs d'activité économique, et en premier lieu, naturellement, pour le secteur agricole, car il est dépendant, par définition, de l'ensemble des éléments climatiques. Alors, ma conviction, je vais vous la faire partager très rapidement. Parmi les richesses des territoires ultramarins, moi qui les parcours depuis 3 mois, même si je les connaissais un peu différemment auparavant, naturellement, c'est celui de l'agriculture, sous toutes ses formes. Que ce soit l'élevage, que ce soit bien sûr les fruits, les légumes et ces spécificités que vous avez. Et donc, cette richesse agricole, ce développement potentiel que vous pouvez mettre en place, eh bien, c'est un atout extraordinaire. Si quelquefois le réchauffement climatique peut être un obstacle pour vous aussi, ça peut être un avantage. Je disais l'autre jour, avec le président de la Cosmetic Valley, vous connaissez la Cosmetic Valley, avec des plantes médicinales, des plantes que n'auraient pas pu, à un moment, se faire pousser ou développer dans les territoires ultramarins, eh bien, demain, ce sera une possibilité qui sera offerte, donc des nouveaux débouchés. Donc il faut sans arrêt être dans cette adaptation, vous l'avez bien compris, c'est le sens de mon propos. Et une seconde dimension qu'il ne faut pas oublier, il y a une chose qui est certaine, on va vers du qualitatif. Celui qui vous parle, c'est le ministre, certes, mais je suis aussi biologiste, donc j'ai fait quelques années où j'ai passé mes fonds de culotte, vous voyez, dans les amphithéâtres, à apprendre ce que c'est que la qualité. Et la qualité, c'est quoi? Naturellement, c'est vrai pour l'eau comme c'est vrai pour l'alimentation. Et la traçabilité et la qualité doivent être au rendez-vous. Et ça, c'est une spécificité de l'agriculture française. Et quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'il y a des contraintes parfois européennes, parfois il y a des concurrences déloyales qui s'exercent avec des pays qui nous entourent. Et ce que je sais, c'est que le rendez-vous, le bon rendez-vous de la qualité, il est chez nous. Donc tout ce que vous faites et le fait de pouvoir réfléchir ensemble et le fait justement d'avoir ce regard croisé de tous les territoires, parce que j'ai entendu un mot très important dans la bouche du président tout à l'heure, c'est qu'il ne peut pas y avoir à un endroit quelque chose qu'on applique partout. C'est ça aussi la différenciation territoriale. Et je sais que dans les territoires ultramarins, c'est quelque chose qui est essentiel. Et je suis très heureux que le président de la région ait dit tout à l'heure, moi qui suis également un conseiller régional, que vous êtes là puissamment à côté des agriculteurs. Et je souhaite d'ailleurs que cet exemple, vous pouvez l'applaudir parce que ce n'est pas partout la même chose. Et donc, vraiment, ça mérite d'être souligné. Et ça, c'est un exemple qu'il faut méditer parce que quand on regarde un peu les aides qui sont apportées, les soutiens qui sont apportés par les régions aux différentes agricultures, ils ne sont pas les mêmes. Et il y a des endroits où il y a un accent particulier qui est mis sur l'agriculture. Et je suis très heureux que tu aies su accompagner et que tu accompagnes encore et que tu accompagneras pour les prochaines années eh bien, les agriculteurs. Parce que je me permets de rappeler, les agriculteurs, vous voyez, sont un peu comme toutes les forces de sécurité. Monsieur le préfet, on a dépêché hier pour sauvegarder les habitants. L'agriculture est en première ligne. On a vu que lorsqu'on a essuyé un drame dans ce pays avec la Covid, eh bien, les agriculteurs, tous les jours, ils étaient au boulot pour nous nourrir. Et donc, ils font ce travail formidable. Et puis, il y a un dernier mot que je souhaite valoriser avec vous, c'est le mot de souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire plus. Produire plus chez nous, et parce qu'on a la capacité d'avoir des sols, des technicités. Et c'est aussi ce qui vous rassemble, parce que vous avez ces technicités. Et ces technicités et ces échanges d'expérience, c'est une très belle illustration. Alors, je sais aussi qu'il y a des freins. Et je vais vous dire très simplement, les freins que vous avez, c'est celles qu'on a dans l'Hexagone. Le frein du foncier, lorsqu'on est en Guyane, il y a des Guyanais dans la salle, on est en train de s'en occuper. Et pour tout vous dire, j'ai vu Marc Fesneau il y a quelques jours, on a d'ailleurs préparé un peu une partie de ce que je vais vous dire sur la fin de mon petit mot, de vous dire que ces freins sur le foncier sont là, c'est vrai. Et ces freins, il faut arriver à les lever, parce que comment demain imaginer plus de souveraineté alimentaire si on n'a pas plus de disponibilité foncière? Les freins aussi, c'est malheureusement le nombre d'agriculteurs qui baisse. On est à 380 000 dans ce pays, on est arrivé au plancher. Et il faut aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Vous voyez, j'étais avec le président de la République
en Nouvelle-Calédonie, interpellé dans une ferme pour aider justement au nom de la dotation jeune agriculteur. C'est quelque chose qui vous parle et pour lequel on doit être aussi en capacité de les accompagner. Il faut accompagner aussi celles et ceux qui disent ben, moi terminé, j'en ai ras-le-bol de la vie que je mène et je vais faire autre chose. Et pourquoi pas demain être en capacité d'avoir une exploitation agricole sous différentes formes. Il y a le problème aussi de la formation et pratiquement dans chaque déplacement. Alors, mon cher Harry, tu vois que j'ai cédé à beaucoup de tes souhaits. Tu m'as dit, il faut être là, je suis là. Tu m'as dit, il faut aller au Grand Port, je suis allé au Grand Port. Parce que tout à l'heure, il m'a dit que le programme, on avait tout fait sans lui. Je dis, c'est pas vrai, on est dans des éléments où la région intervient massivement. Bref, vous dire que la formation, c'est un sujet fondamental. Et là encore, la région est un partenaire considérable pour les lycées d'enseignement agricole, avec des bouquets de formation qui se sont développés, qui se sont diversifiés. Et je vous disais tout à l'heure que je me passionne pour les sujets agricoles. Vous voyez, accessoirement, j'ai monté un village de start-up et un campus dans un lycée agricole dans l'Hexagone. Et avec, à l'heure où je vous parle, ces start-up et avec plein de diversification, de nouvelles formations, parce que je crois à ces métiers absolument merveilleux, mais ces métiers qui, naturellement, sont au cœur de beaucoup de difficultés. L'affaire des intrants, le coût de l'énergie, mais ce qu'on vit ici, alors un peu moins pour l'énergie... Pour les chauffages, pour le réchauffage, pour les séchages. Mais il y a d'autres types de difficultés que vous avez avec le coût des intrants parce que vous avez naturellement l'importation, quelquefois l'octroi de mer, quelquefois des charges particulières qui interviennent et qui fait que ce sont des éléments de compétitivité qui se posent. Et tout cela, je les ai bien naturellement en tête. Et puis enfin, ces risques climatiques, c'est vrai qu'ils sont plus forts, ils sont plus concentrés. Et derrière les risques climatiques, il y a des sujets d'humidité. Et quand on dit sujet d'humidité, il peut y avoir... quelquefois des développements microbiens, bactériens, parasitaires, qui sont plus nombreux qu'ailleurs et qui exigent des traitements. Et comment fait-on? Et là, c'est la recherche qui permettra d'avancer, car il y a moins d'intrants, mais on s'adapte. On fait des sélections d'espèces, on met des espèces plus résistantes et on utilise d'autres médicaments, entre guillemets, d'autres thérapeutiques qui font que l'on arrive à échapper à tous ces fléaux. Alors, une des solutions, c'est pour ça que je dis bravo à l'Odéadom, parce que cette confrontation d'expérience, cette mise en réseau, rien ne marchera si vous n'êtes pas en filière. Je préfère vous le dire clair, la filière, c'est la base de la réussite. Sinon, de toute façon, après, vous avez les grandes surfaces qui sont là derrière pour vous tordre le cou. Donc, il faut bien trouver une solution. C'est la raison pour laquelle, avec Gérald Darmanin, nous avons décidé, et Bruno Le Maire, d'ailleurs j'ai signé la petite lettre la semaine dernière, de lutter contre les grands monopoles, parce qu'il faut aussi que les agriculteurs soient capables de vivre de leur travail, des filières, de la qualité qu'ils vendent. Vous voyez, je préfère dire les choses très directement, il faut de la grande distribution, bien sûr. Ils gagnent leur vie, ça me va très bien. Mais moi, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on puisse faire en sorte que celles et ceux qui produisent de la qualité, avec de l'étiquetage, avec une traçabilité, eh bien, tout cela soit parfaitement au rendez-vous. Alors, je n'oublie pas, évidemment, qu'il y a de la planification écologique qui a été voulue par le gouvernement. Oui, parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur ce réchauffement climatique, on ne peut pas s'asseoir sur le fait qu'il faille moins d'intrants. Et moi, je dis, vous avez devant vous un ancien député. Vous voyez, ça je le dis rarement, mais aujourd'hui j'en profite, puisque j'ai un public d'hommes et de femmes qui sont passionnés par l'agriculture. Moi j'ai osé à 5 h du matin faire ouvrir des containers au Havre, parce que vous savez qu'au nom du droit communautaire, une fois que quand c'est entré dans un port, c'est terminé, hein, c'est l'intérieur du territoire européen. Et là, j'ai observé qu'il y avait des fraises qui avaient été piquées au peroxyde d'oxygène. Tout le monde sait ce que c'est que le peroxyde d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'oxygéné, c'est pour qu'elles soient gardées 15 jours de plus. Et donc j'avais... évidemment, à l'époque, c'était Bruno Le Maire, mais il était ministre de l'Agriculture. Vous voyez, ça remonte il y a quelques années, vous vous en souvenez, je vois monsieur. Ça avait suscité un peu d'émoi. Parce qu'évidemment, moi je voulais savoir dans quelle mesure les fraises qu'on allait servir demain à Paris, ou peut-être au fin fond de la France, ou alors dans les territoires ultramarins, sont en capacité de connaître leur traçabilité. Mais oui, parce que la traçabilité, une fois de plus, c'est quelque chose absolument central dans la chaîne de productivité. Et si je dis ça, c'est qu'il faut aussi que les règles européennes soient respectées, et en particulier pour les autres pays en dehors de l'Union européenne. Donc n'ayez pas peur pour au moins une chose, comme vous produisez plutôt mieux, et même très souvent bien mieux, je suis persuadé que dès le moment où on arrive à faire respecter justement ces barrières et ces limites, on est en capacité d'aller plus loin. Alors cet accompagnement. Alors je prends les lunettes pour ne pas me tromper sur les chiffres. Le POSEI déjà. Le POSEI est à 320 millions d'euros, il est maintenu. Le POSEI, c'est des aides européennes, vous le connaissez, avec une chose que je vous demande d'écouter. Alors je sais que c'était un peu rigide, qu'il fallait essayer de faire bouger les lignes. Donc on va s'employer à faire bouger un peu les lignes pour que le POSEI colle un peu. Vous voyez, c'est un peu comme lorsqu'on fait du vélo, on colle la roue qui est derrière. Je crois que c'est important qu'on s'adapte aux situations dans lesquelles nous sommes. En tout cas, je plaiderai ça auprès de Marc Fesneau, mais j'ai déjà eu des discussions avec lui.
Et il est ouvert au fait que l'on soit en capacité de mettre un peu de souplesse dans le dispositif. Et en tout cas, comptez sur moi, comptez sur ma voix, bien aidé par celle de Sylvain Réverchon pour faire en sorte que l'on avance. La deuxième chose, c'est le complément d'État qui est possible. Et là, c'est une mesure du SIOM. Alors c'est un mot un peu barbare, mais vous connaissez tous le SIOM. Vous ne saviez pas qu'il y avait interrogation écrite avec moi. Qui connaît la mesure 63 du SIOM? Elle dit quoi, la mesure 63 du SIOM? Ah là là, vous avez séché. Hein. Monsieur le préfet, il faut tous les connaître ce soir. Donc en fait, eh bien, on passe de 45 à 60 millions pour les mesures apportées par la France en complément du POSEI. Vous voyez, je suis plutôt venu avec une bonne nouvelle. Les journalistes me demandent toujours si je viens avec quelque chose. Et ben voilà, au moins, je suis venu vous annoncer qu'une promesse, vous savez, il y a Coluche qui nous disait « chose promise, chôme due ». Moi, je lui dis « une chose promise sera réalisée ». Donc, on passe de 45 à 60 millions d'euros, et c'était important. La troisième chose, est essentielle aussi, c'est le FSOM, c'est le Fonds de soutien aux Outre-mer. Alors, celui-là, je le connais bien parce qu'il est à ma main, entre guillemets. N'imaginez pas que je peux y faire n'importe quoi. Mais c'est pour éviter, s'il y a un risque climatique à un endroit, s'il y a un problème de dégâts particuliers, que l'on puisse intervenir. Donc là, une fois de plus, c'est des techniciens. Moi, je fais ça avec toute impartialité, sous le contrôle du préfet et avec le préfet, de manière à ce qu'on puisse apporter les meilleures réponses. Mais ce FSOM, on l'activera naturellement. Et puis enfin, les accompagnements par le FOGAP, c'est les fameux fonds de garantie d'emprunt, parce qu'il y a des dispositifs qui bougent. La durée déjà qui était plafonnée à 9 ans va passer à 15 ans. Le montant qui était à 300 000 euros passe à 600 000 euros. Et si c'est des jeunes agriculteurs, je crois qu'on monte à 800 000 euros. Et puis, s'adresse aux jeunes agriculteurs et à ceux dont je parlais tout à l'heure qui disent tout d'un coup, moi, j'ai envie de me lancer dans les activités agricoles. Et ça, c'est une avancée très importante. Et puis à tous ceux qui passent dans la transformation et qui satisfera les enjeux agroécologiques. Donc vous voyez, je suis venu vous délivrer ces messages, de vous dire que cette agriculture ultramarine, riche de ses diversités, riche de ses territoires, c'est une chance pour la France. Cette chance pour la France, sur la balance des paiements, ça existe. Eh bien, il faut aussi l'accompagner. Je crois que l'État, en tout cas, et je suis très heureux que le président du conseil régional apporte également son soutien, sera à vos côtés, ici, comme nous le serons dans l'ensemble des territoires ultramarins. Vous avez entendu les notes de flexibilité que l'on souhaite apporter de manière à... Je sais qu'il y a eu beaucoup d'interrogations de l'ODEADOM, je préfère répondre très directement. Et merci de la simplicité et de la tonalité que vous avez employée dans votre courrier, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, dans le débat, et on avance. On peut acter une différence, on peut acter un désaccord, mais l'important, c'est qu'à un moment de se retrouver sur une possibilité de sortie. Donc pour toutes ces raisons, merci de m'avoir accueilli. Très heureux d'avoir conclu cette première journée. Bravo de cette très belle initiative. Et sachez que vous avez compris, connaissant un peu les sujets agricoles, alors j'aurais été plus à l'aise pour vous parler des cultures céréalières de Beauce, mais tout à l'heure, ils m'ont fait un petit clin d'œil en m'emmenant sur le Grand Port et en voyant qu'il y avait des céréales qui arrivaient de Beauce par le port de La Rochelle. Donc à vous tous, de très belles journées de travail. Merci de cet accueil et puis à votre service. Très bien. C'est vrai que vous alliez vous asseoir, mais on ne peut pas vous laisser vous asseoir sans faire une photo de famille, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Avec, voilà, on vous remet un document également. Oui. Oui, alors le président de région, absolument, le président de l'ODEADOM, le président des chambres d'agriculture de France, monsieur le président directeur général de l'INRAE, monsieur le président de la chambre d'agriculture. Alors, attendez, on n'a pas complètement terminé. Moins protocolaire, monsieur le directeur. Voilà. Ah non, on ne voit plus. Hein. Alors, les plus grands derrière, les plus petits devant. C'est la logique même qu'il impose. Hein. Donc, voilà. Et priorité aux femmes aussi. Je vois qu'il y a une dame que l'on retrouve malheureusement bien loin derrière. Voilà. Nous allons maintenant, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, eh bien, passer à la partie un petit peu plus sucrée, fun de cette organisation, qui est très belle d'ailleurs. Et je demanderai au président de la commission agriculture du département de venir me rejoindre, monsieur le vice-président, monsieur Blaise Mornal, s'il vous plaît, avec les applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Oui, les applaudissements, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est difficile d'applaudir, on ne connaît pas.
mais au moins on applaudit le lieu, qui est très agréable quand même. Alors, Monsieur le Président de l'ODEADOM, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture France, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, Madame, Monsieur le représentant du Conseil régional de la Guadeloupe, Mesdames et Messieurs les responsables des chambres d'agriculture et des filières agricoles, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ensemble de l'outre-mer, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille en Guadeloupe, ici, à la résidence départementale du Gosier, au nom de notre président Guy Losbach. Pour ceux qui ont eu la chance, il est passé saluer la salle tout à l'heure là. Donc, il a une autre réunion, il ne pouvait pas être parmi nous, mais il a tenu quand même à vous saluer avant de rentrer en réunion. Permettez-moi d'aller, avant d'aller plus loin dans mon propos, d'avoir une pensée, je dirais une pensée solidaire, avec vous tous, pour les Guadeloupéens qui ont été touchés par le cyclone Tami, et notamment ceux du Sud Basse-Terre et de la Désirade. Le conseil départemental, comme toujours, a tenu et continuera de tenir son rang de collectivité de toutes les solidarités et sera aux côtés de tous. La récurrence de ces tristes événements vient sans cesse rappeler, si besoin était, la fragilité de nos territoires ultramarins. Elle nous rappelle surtout, et je dirais surtout, que l'urgence climatique est bien là et que ce n'est pas un concept théorique lointain comme on avait tendance à l'imaginer, mais qui concerne tout le monde et tous les territoires. Le secteur agricole ultramarin que vous représentez dans votre diversité en mesure bien les conséquences sur les exploitations, sur les productions, sur le paysage, et ça sur l'ensemble de nos territoires. Malheureusement, et bien souvent, vous êtes, et je dirais même trop souvent, les premiers victimes. À vrai dire, on pourrait se dire aussi que c'est un aperçu de ce que l'avenir peut nous réserver, ainsi qu'à nos enfants, si nous ne faisons rien face à cette menace grandissante. Nous devons non pas renoncer à nos agricultures pour adopter un modèle d'importation carbonée que nous rejetons totalement ici, je suis conscient, mais nous rassembler pour faire face à ces chocs et surtout pour préparer l'agriculture de demain. Je voudrais donc remercier l'ODEADOM, la Chambre d'agriculture France, la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, pour organiser ce séminaire qui va nous permettre d'avancer en ce sens. Je crois pouvoir dire aussi que nous prenons tous des initiatives pour accélérer ou du moins initier les transitions nécessaires. Le Conseil départemental de la Guadeloupe en a déjà pris de nombreuses dispositions dans ce sens. Je peux citer à titre d'exemple nos projets déjà engagés visant à sécuriser et à optimiser notre réseau d'irrigation, car sans lui, aucun développement agricole n'est envisageable. L'eau, c'est la vie pour nous, mais c'est aussi la vie pour nos plantes. Mais notre tâche au cours de ce séminaire est d'aller au-delà pour adopter une stratégie concertée de long terme qui redonne et qui redonnera confiance à nos filières agricoles et à nos compatriotes. Je salue donc le projet d'initiative climat agricole outre-mer qui sera issu de nos travaux. Il permettra de formaliser notre cap comme commun et nos engagements pour lutter contre le changement climatique. Le département sera bien évidemment signataire lorsque le document sera stabilisé.
Au fond, mesdames et messieurs, notre collectivité a la conviction que c'est la bataille contre le changement climatique qui doit être également ce qui va nous permettre de reconquérir et d'aboutir à notre souveraineté alimentaire. Ces deux combats sont identiques. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'ils figurent dans les grands axes du plan mandature 2021-2028 de la majorité départementale et de son président Guy Losbao. Ils doivent être engagés sur des socles solides. La transition agroécologique de nos territoires ultramarins, la sécurisation de l'accès à l'eau, l'amélioration de la gouvernance de nos filières, désormais tous dotés de plans de développement, le renforcement de l'accompagnement technique. Ce sont des discussions que nous avons déjà eues en profondeur avec la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Nos souverainetés alimentaires doivent aussi être basées sur une refondation du lien entre agriculture et alimentation. L'objectif étant que l'agriculture, en s'appuyant sur une recherche innovante, réponde aux attentes de nos populations en termes de produits de qualité et de prix accessibles. Mesdames et messieurs, chers amis, voilà les principaux messages que le Conseil départemental de la Guadeloupe et son président Guy Losbao ont souhaité vous adresser à l'occasion de ce séminaire. Le réchauffement climatique nous impose d'agir ensemble pour sauvegarder nos agricultures ultramarines. Cette rencontre doit donc être l'opportunité d'envoyer un signal fort de ce que nos territoires sont capables de faire lorsque nous nous mobilisons pour un but commun. Alors, à tous, je vous souhaite un très bon séminaire et merci pour votre écoute, même s'il y en avait qui parlaient beaucoup et qui font beaucoup de bruit. Merci à vous. Bien, voilà. Nous allons entendre maintenant la parole de Monsieur Sébastien Windsor, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de France et Monsieur Jérôme Suarez. Voilà, finalement, vous êtes un véritable binôme ce soir, le Président de l'ODEADOM et le Président des Chambres d'agriculture de France. Voilà. On va vous écouter, messieurs, pour un ultime discours ce soir. J'ai déjà mon verre, je dis ça, je dis rien. Voilà. Très bien. À tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président en charge de l'agriculture. Merci en tout cas de cet accueil et de ces mots que vous avez adressés à notre attention. Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs les participants à notre séminaire Agriculture ultramarine et changement climatique, un grand merci d'abord à Monsieur le Président pour son accueil. Pour votre invitation dans cette magnifique résidence, c'est un grand bonheur que d'être là avec vous, chez vous, dans un tel cadre. Nous avons travaillé aujourd'hui, et beaucoup travaillé dans notre séminaire, sur les différentes problématiques du changement climatique et de ses conséquences pour nos territoires ultramarins. Je vous sais, vous aussi, impliqués pour l'ensemble des compétences du Conseil départemental sur toutes ces questions climatiques. Je pense par exemple à la compétence sur l'eau, pour laquelle vous êtes tellement engagés. Nous avons eu cet après-midi des interventions particulièrement éclairantes sur le sujet, pour la Guadeloupe certes, mais dans le cadre plus large qui nous réunit tous les territoires ultramarins. En effet, nous sommes particulièrement heureux d'avoir à nos côtés pour cet événement tous les territoires. Non seulement les 5 départements, mais également les îles du Nord, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, mais aussi celles du Grand Nord, Saint-Pierre-et-Miquelon, et aussi les territoires du Pacifique, tous représentés, Wallis et Futuna, Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Et cela a été aussi l'occasion d'une rencontre avec le ministre Vigier, ministre délégué aux Outre-mer, qui a passé quelques messages forts quant aux engagements gouvernementaux à notre égard,
La question du changement climatique nous préoccupe, nous inquiète, évidemment. Le secteur agricole est en première ligne, les Outre-mer sont en avant-garde. Nous sommes face à des défis immenses. Le sujet de l'eau, des températures, des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les ouragans, les nouvelles maladies animales et végétales, entre autres. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin, nous serons quand même là demain. Notre fonction agricole est de nourrir une population qui a besoin de nous. Nous avons une responsabilité, nous entendons relever les défis, assumer cette responsabilité, mais en bloc, entre nous, avec un collectif qui est toujours à construire et à consolider. En bloc, mais aussi avec vous tous, les collectivités, avec les chambres d'agriculture, évidemment, avec les organismes de recherche, les instituts techniques, avec les ministères. Ce séminaire est l'occasion d'entraîner tout le monde dans un grand chantier que représentera l'adaptation de notre secteur à de nouveaux contextes. L'Odéadom, dont j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration, est particulièrement heureux de la mobilisation de ses élus, de ses structures, et autour de lui, de toutes les forces vives ici rassemblées. L'Odéadom, comme vous le savez, est un petit établissement public basé à Paris, mais tous les agriculteurs de nos territoires connaissent et, je l'espère, apprécient. Et donc, avec ces mots, je me joins à Sébastien Vincent, notre président de Chambre d'agriculture de France. Et moi, je voulais, puisque je sais qu'à cette heure-là, la seule chose que vous attendez de moi, c'est que je fasse court. Donc, je vais essayer d'abréger vos souffrances. Dire juste deux ou trois points que je retiens. La journée était belle. C'était incroyable, l'envie de tout le monde de se retrouver, quels que soient vos territoires d'origine, quelles que soient les filières qui avaient envie de se parler entre eux. L'autre point que je retiens de cette journée, de temps en temps, on a l'habitude justement de voir les territoires, de voir les filières s'opposer. On entend plus souvent le discours « Ah oui, mais ça, je ne peux pas le faire chez moi ». Eh bien, le discours d'aujourd'hui, c'était les yeux qui brillaient de tout le monde quand on vous montrait quelque chose et les débats que j'entendais entre les élus et les collaborateurs dire « Et comment est-ce qu'on peut reprendre cette initiative-là chez nous ?» J'ai aussi, de temps en temps, beaucoup entendu « On fera que si on a de l'argent ». Aujourd'hui, j'ai entendu un discours différent. J'ai entendu « On a envie de faire, on va écrire un plan et on ira se le faire financer », ce qui est fondamentalement différent dans la dynamique. Et donc, je m'arrêterai là. J'ai juste une chose à dire avec Joël, c'est que cette alchimie-là, si elle a été créée, on le doit à quelques personnes qui se sont engagées. Côté Chambre d'agriculture, je veux citer Leslie, Gwendola, Yousri, je ne sais pas où ils sont là devant. Leur chef d'orchestre, Isabelle, qui est dans le fond derrière. Et chez toi ? Alors chez moi, bien sûr, il y a Leslie Bonal, il y a aussi Jacques Andrieux, Valérie Gourvenec, ainsi que toutes celles et ceux qui ont été à l'arrière et qui ont géré, en tout cas, cette première journée avec beaucoup de professionnalisme. Et donc, on peut les applaudir. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci. Et pour créer cette alchimie, c'est pas juste, voilà, c'est beaucoup de travail derrière. Et enfin, le dernier mot que je vous dirais, c'est Chin. Buvons. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci à tous. Et comme l'ont dit les deux présidents, eh bien, nous invitons maintenant à passer de l'autre côté, aux côtés de Blaise Mornal, notre président du conseil départemental, vice-président en tout cas, et président de la commission agriculture. On va se reculer un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Attention, pardon. Et là, c'est la partie donc opérationnelle, donc le produit CTA. Toute l'équipe qui est officier pendant toute la qualité. Voilà, on va aller au code CTA, au cœur, comme on a dit, au cœur du réacteur. Au cœur du réacteur, Où arrive, qu'il soit mobilisé au fixe. 4 opérateurs, le chef de salle, et il traite, leur but c'est de traiter l'appel, d'identifier le besoin, de faire partie des secours. Xavier Dampierre. Alors, Xavier Dampierre. Alors, d'accord, très bien. Sur la gauche, c'est noté. Et sur l'année, on a 88 000. Vous m'avez dit leader price. 88 000. 88 000. Et vous avez 6 interventions. 6 interventions. Alors, c'est cette cellule en contact direct avec le sous-préfet à la COD et qui échange sur tous les événements. 351 pompiers professionnels, 1290 volontaires, 77 PAT, c'est-à-dire des personnels administratifs et techniques et spécialisés, c'est-à-dire des administrateurs, des ingénieurs, des mécaniciens qui nous aident. Un BP qui est de 59 millions, 45 millions en fonctionnement et 16 millions d'investissement. On a fait 37 000 interventions en 2022. Alors évidemment, comme je dis souvent, maintenant le métier de pompier, c'est secours à l'humain. Oui. Alors qu'au départ, secours à la personne. Secours à la personne. Alors qu'au départ, normalement, quand vous voyez la loi, notre mission régalienne, c'est les incendies. Mais ça a été transformé au cours du temps. 84% de SUAP, secours à personne, 8% d'accidents de circulation et 5% d'incendie, alors que c'est notre métier de base. Comment on a répondu à la crise et comment on répond en général à la crise, nous avons 17 unités opérationnelles, c'est-à-dire 17 centres de secours, hors Saint-Martin, on n'a pas pris. Et lors du cyclone, 32 postes de commandement communaux que nous armons, un CODIS, c'est-à-dire cellule crise ici, et aussi nous avons des agents en COD préfecture et au COD clone en sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Vous voyez qu'on a un peu réparti les points orange, ce sont les casernes et vous avez donc l'état-major, les cellules de crise. Alors, on a des groupements et dans chaque groupement, on avait un PC de groupement qui gérait quand même les interventions dans le groupement. Alors, le bilan. En intervention, je vais dire, pour l'ouragan lui-même, Tami 40, et après Vigilance Forte Pluie qui a suivi 104. Ce qui fait un cumul de 144. Les appels au 18-72, on a reçu au 1000 environ. Et on a été mobilisé pendant 39 heures. Alors heureusement, on n'a eu aucun blessé ni aucun mort. Au total, on a fait 39 victimes impliquées. Alors les moyens humains développés en centre de secours sur le terrain pour la première phase de ouragan Tami, 197. Pour les Vigilances Forte Pluie, le même chiffre, mais ce n'était pas les mêmes personnes, c'est notre équipe. Donc au total, 393 personnes. On a armé aussi des PC communaux. Alors on avait 47 personnes sur 32 PC communaux, c'est-à-dire 32 communes pour Tami. Pour les Vigilances Forte Pluie, il n'y en a eu que 8 qui ont été ouverts, donc on avait 10 agents.
Et aujourd'hui, COD réparti, il y avait 26 personnes. On est devant un écueil qu'on va passer, c'est l'augmentation notable des coûts, environ 12 millions d'euros, ce qui va impliquer quand même la signature d'avenants aux conventions État-département 10, qui était appuyée sur le fonds de prévention des risques naturels, les plans séismes, voilà. Donc on devra refaire les conventions. En projet, on a une nouvelle caserne à Sainte-Anne. Et aussi renforcer les moyens humains. Tout ceci, c'est nécessaire et indispensable à la protection des biens et des personnes dans un département qui, je rappelle, est multirisque. Le seul risque qu'on n'a pas, c'est la neige. La neige. Voilà. Comme la Réunion. On a déjà eu la grève. Et on a déjà eu la grève, peut-être. On a eu la grève. Voilà quelques mots, Monsieur le ministre, je peux répondre à vos questions. En souvenir de votre passage, Monsieur le ministre, voilà, je vais laisser le président. Je laisse le soin. Oh, mais je laisse. Monsieur Angélique, qui régulièrement. Ah bon, mais. Voilà. Voilà, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Un petit souvenir. Merci beaucoup. 10 de Guadeloupe, voilà. 10 Guadeloupe. Voilà. Moi j'ai un petit cadeau pour vous, mais il ne doit pas être loin. Ça arrive. Il a pas monté les escaliers tout seul. Je vous remercie le président du préfet, du président du département en général, et vous dire que j'ai tenu absolument à venir vous saluer tous les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, dans vos responsabilités, vous dire que vous avez fait un travail formidable. La mobilisation des services de l'État était extraordinaire, exceptionnelle. D'où l'indispensable utilité, mais vous l'avez très bien retracé dans le petit PowerPoint que vous venez de montrer, d'avoir des moyens à la hauteur des enjeux, parce que vous l'avez expliqué aussi, vous êtes confronté à tous les risques. Donc bravo déjà pour cet investissement majeur, qui fait qu'aucune vie a été perdue. Et c'était quelque chose qui était quand même difficile, c'était un challenge que vous avez su relever. Bravo d'avoir apporté aussi le secours aux personnes, parce que il y a vu qu'il y avait 3 personnes, si ma mémoire est fidèle, qui avaient des blessures légères, ou du moins pour lesquelles il n'y avait pas de pronostic vital, mais c'était important que vous puissiez être là. Ça montre la pertinence et la qualité de l'organisation que vous avez déployée. Et en étant tout à l'heure dans la salle de commandement, je voyais à quel point bien, tout cela est très opérationnel. Donc, monsieur le préfet, vous pouvez... je pense que vous savez combien vous avez pu vous appuyer sur les pompiers, sur les gendarmes, bien sûr les policiers, sur les services du département, président, n'est-ce pas? Les services du département ont été très efficaces. Et en fait, ces crises-là, il faut les anticiper autant qu'on le peut, mais on sait très bien qu'il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Alors ça demande des moyens humains, ça demande de la formation. Ça, c'est un sujet qu'il ne faut jamais oublier. Le sujet de la formation est indispensable parce que les risques évoluent et on doit s'adapter aux risques. C'est ce que m'expliquent mes pompiers régulièrement quand je fais le tour de mes Sainte-Barbe, je les vois régulièrement. Donc voilà, je voulais simplement vous saluer, vous dire merci. La République vous doit beaucoup. Vous savez qu'on a la chance d'avoir en France, parce que ça c'est une particularité. Quand vous regardez les autres pays européens, vous n'avez pas cela. Vous savez que le système de protection civile dont on dispose en France, c'est un système unique. Et ce système unique, eh bien, il repose sur des pompiers professionnels, il repose aussi sur des volontaires, dont j'ai pu voir qu'ils étaient extrêmement nombreux. Je n'ai pas posé la question de savoir s'il y avait des GSP, mais il y a des GSP, donc voilà. De la même façon qu'il y a le RSMA, il y a des GSP, tout cela c'est un peu les cousins germains, parce qu'ils apprennent ces jeunes aussi les valeurs. Voilà. Et les valeurs chez les pompiers, ça a de la valeur, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc je ne serai pas plus long, vous remercier, puis sensible à ce petit cadeau. Donc, et moi je vous en remets un, c'est tout simple, un petit crayon au nom du ministère des Outre-mer. Je suis ravi de vous remettre et en tout cas merci de m'avoir accueilli, mais je dis devant le président que l'engagement du département a été exceptionnel. Donc on a quelques sujets en commun et je veillerai avec beaucoup d'attention à ce qu'on puisse continuer à vous aider. Merci à tous en tout cas et bravo. Et je vous demande simplement de diriger mes paroles vers chacun parce que vous avez tous un rôle. Il n'y a pas un chef. Le chef seul, ça ne sert à rien. Un ministre seul, ça ne sert à rien. Un préfet seul, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que chacun ait sa place et chacun est un maillon indispensable. Bravo. Merci. On a vu tout à l'heure à la télévision des images d'arbres qui avaient éventré des commerces, des restaurants. Donc
dans le programme tel qu'il avait pu être établi. Il n'était pas initialement prévu que j'aille à la Désirade, mais là, pour moi, c'était indispensable. Puis dire aussi que le président le sait, dès ce matin, on a pris une décision avec Gérald Darmanin, c'est de classer en catastrophe naturelle cet ouragan, ce qui veut dire que ça permettra une meilleure indemnisation. Et là, ce n'est pas nous qui allons monter le dossier, mais nous laissons au président du département, en lien très étroit avec le préfet et tous les maires, la capacité à recenser ce qui a été détruit, dégradé, ce qui nécessite d'être consolidé, notamment chez qu'il y a des ouvrages, il y a des ponts, et tout ça sera regardé, je vous assure, avec beaucoup de détermination. Écoutez, l'affaire des ravines, ce n'est pas que l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous. Que l'on apporte notre soutien, le président le sait, on apportera notre soutien. Après, ce qui est du domaine public, et soit du domaine communal, soit du domaine départemental, car c'est une route nationale, c'est du domaine national, rassurez-vous, je crois qu'on a montré une mobilisation totale autour du préfet depuis 3 jours et de l'ensemble des services de l'État, une fois de plus avec les communes, avec le département, et on ne laissera pas le territoire sans solution. Mais l'État n'abandonne pas la Guadeloupe. Le président le sait, par exemple, il a été la semaine dernière celui qui a fait en sorte qu'il y ait un très beau contrat qui soit signé pour l'eau, avec le syndicat mixte d'eau et d'assainissement pour la Guadeloupe, dans lequel le département participe financièrement, alors que ce n'est pas sa compétence. La région est également là. Nous sommes également là. Donc vous voyez que sur ce sujet de l'eau, nous sommes présents. On a évoqué, par exemple, la question du CHU, sur lesquels nous sommes présents. Voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes là. On a évoqué les questions de logement, sur lesquels, avec le fameux comité interministériel des Outre-mer, eh bien, nous serons encore plus présents qu'auparavant. Le président a évoqué devant moi le fait qu'il y ait beaucoup de réhabilitation de logements à faire, et je lui ai proposé qu'en lien étroit avec le préfet, on puisse trouver les voies et moyens pour aider plus à la rénovation, d'autant plus que notre participation financière de l'État en 2024 va augmenter. Donc vous voyez qu'il y a plein de rubriques sur lesquelles nous sommes encore plus présents que nous n'étions auparavant. Alors on pourrait toujours attendre de faire toujours plus, hein, j'entends le message. Je crois déjà que 2024 est une année où on va faire des efforts. Et on continuera de les faire parce que le président Losbar a dit quelque chose d'essentiel tout à l'heure. Il a dit que ce n'est pas un effort sur une année, il faut se projeter sur plusieurs années. Ce que j'ai apprécié dans son discours et la façon dont on a abordé la question ensemble, c'est de comment il fait en sorte que le département dont il a la responsabilité, il est en capacité, sur la durée, d'apporter des réponses. Par exemple, pour un sujet qu'on évoquait dans la voiture, c'est un secret de Polichinelle, le fait qu'il n'y ait plus d'attractivité, qu'on dise aux jeunes, mais ne partez pas, restez ici. Bien, nous avons abordé plusieurs thèmes, notamment concernant la tempête. Effectivement, comme vous le savez, très rapidement, donc reconnaître catastrophe naturelle. Et aussi, on sait qu'il y a un certain problème concernant les cours d'eau, les travaux. Avec le préfet, il va y avoir une réunion le 1er décembre avec l'ensemble des maires, de manière à coordonner donc les travaux et que nous ayons une procédure claire et nette. Deuxième élément, c'est le SDIS. Le département veut que les casernes soient totalement équipées. Donc, nous avions demandé au SDIS de mettre en place un PPI sur 55 millions. Et donc, il faudrait voir comment cofinancer ce PPI. Autre élément, nous avons longuement abordé le problème du logement, d'amélioration de l'habitat, la réhabilitation. Donc, sur ce point-là, le département aura une politique volontariste pour augmenter notre budget, mais bénéficier aussi du concours du LBU et de CLADA qui a été augmenté. Donc, ce qui nous permettrait l'année prochaine de faire vraiment un budget sans précédent dans ce domaine et permettre, mon objectif, c'est qu'il y ait au moins des milliers d'améliorations d'habitat par année, ce qui va donner de la visibilité à nos artisans, à nos plombiers, à nos maçons, à nos électriciens également. Nous avons également abordé donc le problème très récurrent des sargasses et où là aussi, mettre l'accent sur la valorisation. Il va y avoir une conférence internationale à Doha dans les semaines à venir où cette question sera mise en avant et qui pourrait peut-être donner des perspectives au niveau donc de la Guadeloupe. Et puis ce problème d'eau, puisque nous avons eu une réunion la semaine dernière où on s'est engagé tous les 3 mois à rendre compte de la situation et que tous les 15 jours, nous aurons une réunion avec le SMAG. Nous avons également discuté du CHU, puisque, comme vous le savez, il va y avoir un nouvel équipement. Et j'expliquais que si les problèmes de trésorerie et de financement perdurent, ce nouvel équipement ne pourra pas remplir son objectif. Nous aurons une réunion de travail à ce sujet et pour voir comment régler ces différents problèmes. Nous avons évoqué le problème du CIMGUA, puisqu'on sait très bien que toutes les difficultés du CHU pénalisent le CIMGUA dans son fonctionnement. Or, c'est le lieu
pour le dépistage du cancer. C'est déterminant, donc d'où cette nécessité que nous puissions y travailler. Donc j'ai remis un dossier au ministre qu'il appartiendra que nous puissions voir comment évoluer. Donc plusieurs questions et aussi les procédures en période d'urgence, comment faire en sorte que les choses aillent plus vite.